J'ai pratiqué les sports de combat depuis tout jeune, d'abord le taekwondo en compétition notamment. Ensuite j'ai pratiqué une variété de sports de combat. J'ai fait de la boxe française, j'ai fait un peu de judo, j'ai fait du grappling et j'ai fait du MMA. Je suis arrivé sur le MMA et puis je suis monté jusqu'à la place de troisième au championnat du monde de MMA amateur. Bonjour, je m'appelle Nicolas Hodge, j'ai 32 ans, je suis préparateur physique, entraîneur et nutritionniste, spécialisé dans les sports de combat. Yeah, yeah. J'ai suivi un master en sciences et techniques des activités physiques et sportives. J'ai fini ce master aux États-Unis, j'ai fait un programme d'échange à l'université du Texas à Austin. Quand je suis rentré en France, j'ai passé des formations, un DU de nutrition, un diplôme universitaire de nutrition, et 2 BPGEPS, pour l'un les sports de préhension, le grappling, et pour l'autre les sports de percussion, les sports de contact. Dans un métier de préparateur physique, tu dois te former de manière permanente. Te former, c'est pas que les livres, hein. C'est les livres, c'est les formations en ligne, mais c'est aussi la formation sur le terrain, c'est-à-dire se rendre compte de ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne un peu moins bien, et faire toujours le parallèle entre ce que j'apprends en théorie dans les livres et dans les formations, et puis ce que je mets en application et ce qui fonctionne ou pas. La définition de la préparation physique, c'est l'optimisation des qualités physiques pour atteindre un objectif. Donc si on parle de ça, bien évidemment, c'est ouvert à tout le monde, et ça devrait même en permanence. C'est-à-dire que si je veux réussir le concours pour entrer chez Pompiers de Paris, eh ben, je mets en place une préparation spécifique au concours pour les pompiers de Paris. C'est juste ça que ça veut dire la préparation physique. Et donc après, chaque préparateur physique a une boîte à outils qui va essayer d'utiliser pour construire cet objectif défini avec l'athlète ou le sédentaire, etc. On n'a pas besoin d'être athlète de haut niveau pour faire de la préparation physique. Récupérer, c'est être capable de faire au moins aussi bien que ce que j'avais fait sur le cycle d'avant, sur le micro-cycle d'avant, sur la semaine d'avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain a des limites physiologiques qui sont très différentes selon son âge, selon son passé sportif, selon sa culture, selon plein de choses comme ça. C'est-à-dire que, pourquoi je parle de culture? Parce que si on parle de la culture des pays de l'Est, si on parle de la culture des pays asiatiques, ce sont des gens qui pratiquent avec une énorme fréquence, un énorme volume de travail depuis qu'ils sont tout jeunes. Quand ils arrivent à 18, 19, 20 ans, 10, 12, 15 entraînements par semaine, c'est pas trop pour eux, parce qu'ils ont fait ça toute leur vie. Mais si on prend un mec qui est européen, qui pratiquait 2 fois, 3 fois par semaine, comme ça se fait globalement pour ceux qui ne sont pas dans le sport de haut niveau, et qu'à 20 ans, on lui dit, il va falloir que tu commences à faire 10, 12, 15 fois par semaine, ça va être très compliqué pour lui. C'est-à-dire que d'un point de vue biologique, il ne va pas avoir les éléments nécessaires pour récupérer de ce volume-là. Donc on a tous ce qu'on appelle maximum recovery volume, le volume maximum auquel je peux récupérer. On a tous un volume maximum qui peut augmenter avec l'entraînement, même qui augmente avec l'entraînement, mais dépasser ce volume d'entraînement, c'est faire du volume dont je ne peux pas récupérer. Donc c'est progressivement aller vers la blessure, etc. La place de la nutrition, elle est très importante. C'est-à-dire qu'on a en tout premier l'évaluation de la charge de travail. Toi, tu peux récupérer de ça, mais moi je mets une charge de travail qui est là. Bon, toi, tu peux récupérer de 3 séances dans la semaine. Si je te mets 5 séances, c'est trop. Tu peux pas récupérer de ça. Donc ça, c'est la première chose, la planification. Ensuite, la deuxième chose, on a le sommeil. Parce que dès qu'il y a une diminution de sommeil, il y a une diminution de la récupération, des performances, etc. Même cognitive. Et ensuite, en troisième, on a la nutrition. Si je mange pas assez, j'ai même pas l'énergie pour récupérer. C'est-à-dire que le corps, simplement, il a la première chose, en termes de nutrition, il va donner l'énergie à ce qu'on appelle le métabolisme de base. Donc la respiration, le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des organes. Deuxième chose, je suis en train de bouger mes mains, ou je suis debout, je suis en train de me déplacer. Tous les mouvements que je fais, il va distribuer l'énergie pour ces mouvements. Et puis, s'il reste de l'énergie, il va utiliser cette énergie pour reconstruire des choses. Donc, si j'ai endommagé mes tissus parce que j'ai fait de la boxe, parce que j'ai fait de la musculation, parce que j'ai fait autre chose, il va réparer ces tissus avec l'énergie qui reste. Mais si j'ai pas assez mangé, il a utilisé l'énergie pour le métabolisme de base, il a utilisé une certaine quantité d'énergie pour les déplacements, les mouvements que j'ai faits, il lui reste plus d'énergie, il n'y a pas de reconstruction. Donc je suis venu sur un chantier, je veux construire une nouvelle maison, j'ai détruit l'ancienne maison, mais
il n'y a plus de parpaings. Donc, il n'y a pas de reconstruction. Si j'envoie les parpaings, les ouvriers sont là, ils peuvent reconstruire une nouvelle maison. Ça, c'est le but. Être athlète, c'est être extrêmement égoïste. Parce qu'un athlète, il ne doit penser qu'à lui-même. C'est le but d'un athlète. Il doit organiser toute sa vie pour que lui-même soit le plus performant possible. Un coach, au contraire, il doit être extrêmement altruiste. C'est-à-dire qu'il ne doit pas penser à lui-même, il doit penser avant tout à ses athlètes. Il doit anticiper les problèmes de ses athlètes avant qu'il y ait ses problèmes. Donc c'est deux choses vraiment différentes. Et qui sont différentes, mais qui ne sont pas forcément incompatibles. C'est-à-dire qu'à un moment de ma vie, je peux être un athlète extrêmement égoïste, et puis après, je peux passer de l'autre côté, être plutôt altruiste. Moi, clairement, le passage d'athlète à coach, il s'est fait progressivement parce que même quand j'étais athlète, j'étais déjà en formation pour devenir coach. Donc j'ai toujours enseigné, j'ai toujours aimé enseigner, j'ai toujours aimé, comme j'étais pas quelqu'un qui était particulièrement doué, j'ai toujours réfléchi à des moyens d'enseigner ou de me préparer physiquement pour être meilleur que ce que j'étais. Donc c'est une réflexion que j'ai eue toute ma vie, dans l'entraînement, dans le coaching, dans la préparation physique, dans la nutrition. Je pense que je peux apporter une vraie plus-value. La plus-value, c'est mon expérience de combattant, c'est aussi le fait d'avoir été aux États-Unis, de parler anglais et d'avoir une vision sur des pays qui ont beaucoup d'avance sur plein de choses en termes de préparation physique. Et c'est en plus rapporter tout ce savoir appliqué au sport de combat. Parce que c'est pas seulement le fait que la France aimait un petit peu moins la préparation physique et du coup avait un petit peu de retard dessus, c'est aussi le fait que nous, dans les sports de combat, on est une discipline qui est tellement multifactorielle que pendant des années, on a pu faire sans la préparation physique ou avec de mauvaises préparations physiques. Il s'avère que quand le niveau augmente, qu'il y a de plus en plus de monde, la préparation physique prend une place qui est de plus en plus importante. Et donc, ce qu'on voit sur les combattants à l'UFC à très haut niveau, il n'y a pas un combattant qui est à l'UFC, qui est à haut niveau et qui n'a pas une sérieuse préparation physique. Donc, l'importance de la préparation physique, dans les sports de combat, mais dans tous les sports, c'est démocratisé. Et moi, je le remarque même sur... Je suis arrivé au Krebs, j'ai commencé la préparation physique au Krebs, à être préparateur physique, en 2015. Donc on peut se dire 2015, c'est hier, quoi, en fait. C'était à 6 ans. Et ben en 2015, quand je suis arrivé au Krebs, en termes d'équipement, en termes d'ouverture d'esprit par rapport à des mouvements comme le squat, on était bien en arrière de ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 6 ans, j'ai vu une évolution énorme. En 2015, on était encore sur des entraîneurs qui disent « je ne veux pas que mes athlètes fassent du squat ». Et quand tu avais cette discussion avec eux, pourquoi pas de squat? Ça allait plus loin que « j'ai peur qu'ils se blessent ». Ça allait, s'ils font du squat et qu'ils se blessent en compétition, on va leur demander ce qu'ils ont fait à l'entraînement. Et quand je vais dire qu'à l'entraînement, je leur ai fait faire du squat, c'est ma place qui va être en péril. Et donc, on était encore sur des choses comme ça. Aujourd'hui, tout le monde squatte sérieusement. Tout le monde fait des mouvements athlétiques sérieux. On a des trap bars, on a des pistes, on a du ski erg, on a du rameur. On a une vraie salle de préparation physique. Et pas une salle de musculation. Mon exercice de préparation physique préféré, on est dans un gros duel entre le squat, le soulevé de terre et l'épaulé. On est dans un gros duel entre les trois qui développent pas la même chose. Soulevé de terre, c'est un mouvement très lent, donc on est sur de la force max qui inclut énormément d'unités motrices, énormément de muscles dans tout le corps, mais qui est un mouvement assez lent, qui n'est pas forcément le mouvement idéal pour développer, mais qui est un bon mouvement pour tester. On a le squat qui est un super mouvement pour développer, c'est-à-dire que globalement 90% des gens, tu les prends, tu les mets sur une barre de squat, tu leur fais faire ça pendant 6 mois, 1 an, tu leur fais monter le squat, tu leur fais doubler leur squat. Au bout de 6 mois, 1 an, ils sont meilleurs dans quasiment tous les sports qui existent. Donc c'est un mouvement de développement qui est incroyable. Et puis après, l'épaulé, c'est un super mouvement de développement de la puissance. C'est comment je peux exprimer un maximum de force en très peu de temps pour faire en sorte que la barre elle monte très vite. Donc 3 mouvements qui sont plutôt axés sur les membres infs, sur les jambes, avec des vitesses qui sont différentes et donc des adaptations qui sont différentes. Un exercice que je déteste tout ce qui est mettre les pieds sur une piste d'athlétisme et de courir très vite, pas forcément pendant très longtemps, parce que je suis pas mal,
Sur une course de 10 minutes, sur des choses comme ça, je suis pas mal. Mais si tu me fais courir un 400 mètres et puis on prend 3 minutes de repos, on repart sur un 400 mètres à fond, c'est l'horreur. J'ai des très mauvais souvenirs de ces séances-là. Là, moi, j'ai en charge toute la préparation physique et la nutrition du MMA Factory. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui prépare physiquement tous les athlètes, c'est-à-dire que je fais en sorte que tout le monde est un préparateur physique, que quand on a besoin d'embaucher des préparateurs physiques, j'embauche les préparateurs physiques, je les mets en relation, je leur explique notre mode de fonctionnement, je les aide pour mettre en place les training camps, pour mettre en place les préparations physiques, on crée des systèmes, des logiciels, etc. etc. Ça, c'est mon rôle en tant que superviseur, entre guillemets, de la préparation physique, de la nutrition. Je m'occupe personnellement de la nutrition de chacun des membres du MMA Factory, donc on a plein d'athlètes qui sont très très connus, dans le monde du MMA en tout cas. Et après, personnellement, je fais la préparation physique de Nassourdine Imavov, qui est à l'UFC, qui est un de nos meilleurs combattants français à 84 kg. Et personnellement, je fais la préparation physique de Taylor Lapillus, qui a été à l'UFC, qui a eu un record de 3-1 à l'UFC, qui est le meilleur français à moins de 61 kg, et qui prépare une ceinture de plus pour lui, la ceinture du FEN, qui est un gros événement en Pologne. Est-ce que j'ai une pression supplémentaire quand je prends un athlète qui est à l'UFC par rapport à un athlète qui n'est pas à l'UFC? Je dirais pas vraiment, parce que j'ai la chance de travailler, que ce soit Elias, que ce soit Nassour, que ce soit Lucas, que ce soit Taylor, c'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps. Donc tu as surtout une pression particulière quand tu viens de commencer avec quelqu'un, où faut s'accorder avec la personne, comprendre la personne, comment elle fonctionne. Quand ça fait des années, bah, tu sais comment la personne elle fonctionne, et puis à partir de là, l'adaptation elle est rapide. C'est des ajustements, c'est emmener vers quelqu'un, mais ça fonctionne déjà, puisque sinon ça aurait pas duré aussi longtemps. La pression, elle vient surtout quand tu travailles avec quelqu'un qui est nouveau, et que lui-même, parfois, il fait un changement dans sa carrière. C'est-à-dire que quand, par exemple, quand Hassan Ndam, il est venu au MMA Factory, Hassan Ndam est champion du monde de boxe anglaise, et que je prends en main sa préparation physique, il est champion du monde de boxe anglaise et il fait la transition vers le MMA. Et là, c'est une sérieuse charge sur les épaules, parce qu'on a quelqu'un qui fait une transition vers un autre sport et qui change en même temps de type de préparation physique et qui change de préparateur physique. Et là, effectivement, on a une belle pression. Bien sûr que c'est grisant, c'est plaisant de travailler avec un athlète de haut niveau, mais ça peut être extrêmement grisant de travailler avec un sédentaire qui se met au sport, mais qui a un objectif, qui est déterminé par rapport à son objectif, et sur lequel tu vas avoir une énorme évolution. C'est ça qui est grisant, c'est de se dire, ce mec-là, je l'ai pris, il savait pas squatter, il savait pas, Alexis, un de mes clients, il savait pas squatter, il savait pas se faire du soulevé de terre, etc. Et au bout de 2 ans de travail, on monte son soulevé de terre à 160, 170 kg, on monte son squat à 120, 130 kg, on monte son DC à 100 kg, propre, une bonne technique. Et quand on arrête, parce qu'Alexis, on travaille plus ensemble, on s'envoie des messages, mais on travaille plus ensemble, à vie, il sait s'entraîner. Il sait faire les mouvements, il sait comment s'entraîner, il est devenu autonome, entre guillemets. Bon, voilà, c'est l'objectif. Ce qui est motivant, c'est ça, c'est le projet, en fait. Le projet d'emmener quelqu'un du point A au point B. Si on parle de fierté, si on parle d'accomplissement, déjà, la première chose, c'est que on est toujours plus marqué par les défaites que par les victoires. Que ce soit dans l'entraînement, dans la préparation physique, dans la nutrition, encore une fois, pour moi, tout ça, c'est la même chose. Mais les défaites, elles sont dures à encaisser. Les victoires, elles sont attendues. On y va avec l'intention de gagner. Donc les victoires, elles sont attendues. Les défaites, on n'y est jamais vraiment préparé. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si on parle d'accomplissement, de choses qui m'ont fait vraiment vibrer, ben, on a la ceinture du Cage Warrior par Samir Feydin. Pas parce que j'étais avec lui au moment du combat, mais parce que ça faisait des années qu'on travaillait ensemble, qu'on a travaillé sur la nutrition, sur la préparation physique. Je l'ai coaché, il m'a coaché. Il y a quelque chose d'humain dedans qui fait que, bah, effectivement, c'est incroyable. En termes d'inspiration, j'ai un exemple sur l'aspect mental des sports de combat. Je recommande à quiconque peut mettre la main sur le livre de Cus D'Amato, qui était l'entraîneur de Mike Tyson,
qui était aussi l'entraîneur avant de Mike Tyson. Donc Mike Tyson, c'était le plus jeune poids lourd à remporter la ceinture des poids lourds. Avant Mike Tyson, le record a été détenu par un autre boxeur. Cet autre boxeur, il s'appelait Floyd Patterson. Et ce qui est sympa comme anecdote, c'est que Floyd Patterson, il avait été entraîné aussi par Cus D'Amato. Cus D'Amato, cet homme-là, il prenait d'anciens délinquants qu'il mettait dans sa maison et il les entraînait H24 à faire de la boxe. Donc il a formé Floyd Patterson, qui est devenu le plus jeune champion du monde poids lourd. Et 20 ans après, il a formé Mike Tyson, qui est devenu le plus jeune champion du monde poids lourd. Okay. Donc Cus D'Amato, qui a écrit des livres sur l'aspect mental du combat, qui sont fascinants. Tout ce que tu ressens dans un combat, il le décrit. Il te dit, voilà, quand tu vas arriver, tu vas regarder ton adversaire et tu vas le trouver plus balèze que toi. Tu vas le trouver plus musclé, tu vas le trouver plus déterminé. Mais ton adversaire, il est en train de penser la même chose. Et à un moment dans le combat, tu vas te sentir fatigué. En fait, c'est pas que tu es fatigué. C'est que tu as envie d'abandonner, mais tu peux pas dire que j'abandonne. Parce que si tu abandonnes, tu es un lâche. Donc tu peux pas abandonner. Donc tu n'abandonnes pas, mais tu es fatigué. La fatigue te fait abandonner. Et donc, dans le combat, et ça c'est un truc que c'est marrant, quand tu coaches quelqu'un, tu es aussi coaché par la personne, sans qu'il s'en rende compte. C'est-à-dire que tu accompagnes un combattant, et en discutant avec lui, tu en apprends toi aussi. C'est pas une relation descendante, c'est une relation horizontale en fait. Toi, tu es là à essayer d'aider quelqu'un à accomplir sa mission, à atteindre sa performance, mais lui en même temps, il te transmet du savoir aussi. Et donc je discutais avec un athlète, un combattant, et il m'a fait comprendre que on dit c'est un combat. C'est pas un combat. C'est plein de combats. Et à un moment dans le combat, tu vas peut-être choisir de perdre un combat. Dans le combat. Et ce petit combat que tu as perdu va te faire perdre la bataille. On est en boxe et il y a un moment, on est droitier contre gaucher, je dois avoir mon pied à l'extérieur. C'est la règle classique, droitier contre gaucher. Et il y a un moment, je suis trop fatigué, où j'en ai marre, où j'ai plus la discipline, où j'ai trop de pression, et je décide de plus laisser mon pied à l'extérieur. Je suis en train de perdre un combat qui va me faire perdre la bataille. Le spectateur, lui, ce qu'il va voir, c'est que j'ai pris ton bras arrière et j'ai perdu suite à ça. Mais la réalité de ce qui s'est passé, c'est qu'avant que je prenne le bras arrière, j'ai laissé le pied à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu la bataille. Donc c'est marrant. Nous, en MMA, on s'en rend compte. Le mec, il est contre la cage, il te met une pression, et tu peux soit donner ta vie pour défendre cette pression, soit il y a un moment où tu dis, bon, le pire des cas, c'est quoi? On tombe par terre, on va lutter, je vais me relever, c'est pas trop grave. Et donc, tu es en train d'accepter que lui fasse ce qu'il veut faire dans son combat. Et en fait, tu es déjà en train de perdre. C'est-à-dire que quand Conor, il accepte que Khabib le mette au sol, et puis ensuite, il l'accepte, si tu regardes le combat, il se tourne, il donne le dos. L'étranglement, ce n'est que la conclusion de tout ça. Le combat était déjà perdu quand il a tourné le dos. Le combat était déjà perdu, peut-être même quand il a accepté le sol. Donc, c'est marrant de revenir en arrière et de dire, ok, à quel moment vraiment le combat il s'est décidé? Pas au moment spectaculaire que tout le monde a vu, le chaos ou la soumission, etc. À quel moment la personne a décidé que je vais plus me battre pour ça, j'ai plus envie. J'aime beaucoup Better Everyday. J'aime beaucoup ça. Après, je suis très citation, donc j'en ai plein. Better Everyday, je trouve que c'est bien. J'aime bien Good is Good Enough. L'idée de Good is Good Enough, on dirait en français, on dirait le mieux est l'ennemi du bien. C'est que j'ai pas besoin d'être le meilleur du monde pour commencer quelque chose. Je commence aujourd'hui et parce que j'ai commencé, je m'améliore et du coup, je deviens meilleur avec le temps. Mais si je suis dans cet esprit de j'attends d'être le meilleur pour me lancer, si vous attendez d'être les meilleurs podcasteurs ou les meilleurs intervieweurs pour vous lancer, bah peut-être que vous faites jamais la première interview. Donc, il y a un moment où je dis, ok, j'ai un petit peu de matériel, comment je peux faire pour commencer quelque chose? Et quand j'ai commencé, bah, au fur et à mesure du temps, j'améliore. Mais s'il n'y a pas un moment où je me dis, j'y vais, je fais jamais rien et j'avance pas. Donc, voilà, good is good enough. C'est-à-dire que j'ai un produit qui est pas mal. C'est le cas du programme Transformation. Un programme, en réalité, si tu mets pas une date de sortie, tu le sors jamais. Parce que tu as toujours des choses que tu veux rajouter. Non, moi, je veux mettre la photo comme ça, je veux mettre le truc. Non, je veux mettre la vidéo qui soit... Et donc, tu n'en finis jamais. Si dans ta tête, tu dis, ok, je sors dans 2 semaines le programme. Quoi qu'il arrive, j'ai annoncé le truc sur Facebook, je dois le sortir. Là, tu sors le programme.